Donc pouvoir afficher nos différents biens, c'est plutôt intéressant, mais nous, ce que l'on a envie de faire, c'est évidemment de les administrer, de pouvoir les gérer. Donc pour cela, on va avoir besoin d'un nouveau type de classe que l'on va découvrir ensemble, ce sont les formulaires. Donc si vous avez besoin de plus d'informations sur la documentation, hop, si vous remontez, vous les avez dans la partie guide. Vous avez toute une partie sur les formulaires qui vous explique un petit peu comment ça fonctionne, et vous pourrez retrouver d'autres informations sur la partie components. Donc le principe des formulaires, ça va être de représenter les champs que l'on souhaite modifier sous forme d'un objet. Et ensuite, cet objet peut être utilisé pour générer le formulaire, mais aussi traiter les données. Donc pour ne pas mélanger les choses avec tout ce que l'on a fait jusqu'à maintenant, on va créer un nouveau contrôleur que l'on va mettre dans un namespace séparé. Donc je vais revenir dans mon dossier contrôleur ici, et on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler admin, ou backend, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, et on va créer notre property contrôleur à l'intérieur. Si vous voulez pouvoir le récupérer plus facilement, vous pouvez l'appeler admin property controller. Comme ça, au moins, vous n'avez pas deux fois le même nom de classe et ça vous évite de les confondre. Donc là, encore une fois, on se situe dans le namespace controller de notre application et c'est un namespace en dessous qui s'appelle admin. Je crée ma classe admin property controller et j'extends du abstract controller de Symfony. Je vais un petit peu vite parce que ça, c'est toujours la même chose. Ensuite, je vais avoir une méthode index. Donc cette méthode va permettre de récupérer l'ensemble des biens. Donc pour récupérer ces biens, j'ai besoin du repository. Donc tout de suite, je crée dans mon constructeur une injection et j'injecte le property repository. Et je vais l'appeler repository. Je l'initialise, donc je crée une propriété et je l'initialise dans mon constructeur. Et au niveau de mon index, je fais un vis repository, et pour l'instant, je vais simplement faire un find all. Je vais tout récupérer, tous les biens, même les non visibles, parce que l'administrateur doit pouvoir voir les biens, même s'ils ont été vendus. Et je vais sauvegarder ça dans une variable que je vais appeler properties. Maintenant, je vais pouvoir générer ma vue. Donc, je fais un return, vis render, et on va le mettre dans un dossier admin, property, /index.blade.html.twig. Et on lui envoie un tableau contenant properties. J'utilise la méthode compact pour gagner un petit peu de temps. Je vais créer le template qui correspond. Donc on va utiliser le même template que pour le reste. Donc je vais me baser sur la partie home.html.twig, juste ce qui m'intéresse. Donc le titre, ça sera gérer les biens. Hop. Et tout le reste, on ne le garde pas. Je suis juste intéressé par la boucle là. Voilà, comme ça, au moins, on n'a pas à se répéter. On aura un container qui aura un petit margin top pour le séparer par rapport au header. On aura un H1 qui dira gérer les biens. Et ensuite, on aura notre petite boucle. Et on mettra les différents biens dans un tableau. Donc on crée un thead pour mettre les en-têtes du tableau, un tr et un th. Donc on aura d'abord le titre du bien et ensuite les actions, tout simplement. Ensuite, je peux créer mon tbody, mon tr et mes deux td. Et ces deux td, je les mettrai dans notre boucle. D'abord, je souhaite afficher le titre du bien, donc ça sera property.title. Et ensuite, je vais afficher les actions, comme par exemple la possibilité d'éditer un bien. Donc on mettra un lien qui aura la classe btn et btn-primary. Et ça sera édité, tout simplement. Plutôt btn default ou secondary. Au niveau du lien, on va s'imaginer avoir une nouvelle route, donc qui va s'appeler admin.property.edit, et on lui passerait en paramètre l'id que l'on souhaite éditer. Donc ça serait property.id. Pour l'instant, il va râler parce que cette route n'existe pas. Donc au niveau de mon contrôleur, je vais aller créer une route pour déjà la partie index. Donc je fais un @route, j'importe la classe qui se situe dans le namespace annotation. Donc la route, ça sera /admin/ directement. Voilà. Et le nom, ça sera property, ça sera admin.property.index. Ensuite, je vais créer une nouvelle méthode qui va permettre du coup d'éditer un bien. Je vais l'appeler edit. Cette route, je la commente aussi.
et je lui mets la même annotation. Donc ça sera /admin /l'id /edit, ou je peux mettre directement comme ça. Peu importe, vous pouvez vraiment changer les chemins à la volée. Vu que vous faites toujours référence au nom, ça ne pose aucun problème. Et comme nom, je mets admin.property.edit. À l'intérieur, je vais utiliser l'injection pour récupérer la propriété qui m'intéresse. Et ensuite, je fais simplement un petit return, this, render, et je vais aller avoir une nouvelle page qui s'appelle property/edit.html.twig. Et je lui passe en paramètre la propriété. Je vais aller créer ce fichier edit.html.twig. Donc j'utilise mon IDE pour faire les choses automatiquement. Et à l'intérieur du code, pour l'instant, je ne sais pas quoi mettre. Si ce n'est peut-être le truc classique, le container avec une marge en haut, et un éditer le bien. Et c'est là que les ennuis commencent. Comment on va pouvoir créer notre formulaire qui va permettre d'éditer notre bien. Donc pour cela, comme je vous l'ai dit, on a besoin du formulaire. Et ce formulaire, on va pouvoir le générer. Donc déjà, je vais me rendre sur la page admin pour voir si j'ai bien la liste de mes biens. J'ai bien mon tableau et je clique ici sur éditer. Donc pour générer le formulaire, on fait un coup de PHP bin/console make2.form. Il me propose de choisir le nom de mon formulaire. Donc les noms doivent toujours finir par type. Donc nous, on va mettre property, le nom de notre entité, type. Ensuite, on me demande de donner le nom du modèle. Donc c'est de l'entité qui correspond. Donc moi, c'est property. Et vous le voyez, il autocomplète. Et il ne pose pas plus de questions. Si je regarde maintenant, hop, je vais replier un petit peu, j'ai un nouveau dossier form qui contient property type. Donc ici, on a une classe qui étend de abstract type, qui est une classe un peu générique qui permet de générer des formulaires. À l'intérieur, on a deux méthodes, build form qui permet de construire le formulaire et configure options qui permet de définir les options du formulaire de manière globale. Donc dans ce builder, on peut rajouter des champs. Donc automatiquement, il prend toutes les propriétés qui sont dans l'entité et il crée un champ pour chacune de ces propriétés. Maintenant, si vous souhaitez utiliser ce formulaire au niveau de votre contrôleur, vous avez accès à une méthode qui est la méthode createForm. Alors attention, ce n'est pas builder, c'est juste form. Vous devez lui passer en premier paramètre le type. Donc nous, c'est property type. Donc c'est la classe que l'on vient de générer grâce à la commande. Et en second paramètre, les données. Donc les données, ça peut être un tableau, mais ça peut aussi être une entité. Donc là, je lui passe mon entité qui contient déjà les informations comme le nombre de chambres, le nombre de pièces, le nombre de la surface, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc lui, il utilisera automatiquement cette entité pour remplir le formulaire. Donc ça, on va le sauvegarder dans une variable que l'on va appeler form, qui nous servira à différentes choses, mais pour l'instant, on peut se contenter de l'envoyer à la vue. Donc pour l'envoyer à la vue, hop, on va séparer un petit peu les choses, comme ceci, et on va envoyer, non pas directement le formulaire, mais on doit utiliser une méthode dessus qui est createView. Donc ça crée un objet de type vue qui peut être envoyé ensuite justement à la vue. Maintenant, dans mon edit.html.twig, pour générer ce formulaire, j'ai plein de méthodes et de helpers qui sont disponibles au niveau de Twig. On a form start et on doit lui passer un paramètre le formulaire. Et dès qu'on finit notre formulaire, on a form_end. Et on lui passe aussi un paramètre le formulaire. Si on veut afficher le formulaire, on utilise la méthode formWidget et on lui passe en paramètre le formulaire. Donc ça, ces trois méthodes magiques vont permettre à elles seules de générer le formulaire. Si j'essaie de réactualiser la page et que j'attends un petit peu, ça mouline parce que je ne suis pas forcément sur un super système, ben hop, mon formulaire est automatiquement rempli avec tous les champs. Il me reste juste, avant de fermer mon formulaire, à mettre un bouton qui aura la classe btn et btn-primary qui permettra de sauvegarder. On va mettre sauvegarder ou éditer. Je réactualise ma page et pouf, j'ai mon petit bouton. Après, on va pas se mentir, il n'est pas très joli comme ça notre formulaire. Donc on aimerait bien le personnaliser. Donc si vous voulez personnaliser les choses, là c'est vraiment spécifique, mais il faut aller dans le dossier config et modifier le fichier twig.yml dans la partie package. Donc vous avez différentes choses qui sont mises par défaut. Donc on vous dit par exemple, ça c'est le default path. C'est ce qui permet à Twig de savoir que les templates sont à charger ici. Et enfin, vous avez le strict variables, et ça, je ne sais plus vraiment à quoi ça correspond. Donc si vous avez besoin de plus d'informations,
Il faut savoir aussi chercher la source. Vous allez dans la partie Components, vous prenez le composant qui correspond à ce que vous cherchez. Donc nous, dans notre cas, c'est le composant Twig, ou normalement il est dans Templating aussi. Voilà. Et vous cherchez à gauche, et on vous dit rien. Alors ça, c'est mon inconvénient, j'aime pas forcément la documentation. Faut revenir là, faut ensuite aller dans Références, et vous allez chercher Twig. Voilà. Et là, vous avez la référence sur les options que vous pouvez rentrer au sein de Twig. Et si vous cherchez, vous avez ici le Strict Variables, et on vous explique que ça vous permet de spécifier que automatiquement vous renvoyez des erreurs si jamais une variable ou une méthode n'existe pas. Et nous, en plus de ça, on va utiliser form_theme qui n'est pas documenté, hein, c'est ça qui est génial avec Symfony, mais il faut le savoir, c'est expliqué quelque part dans la documentation, où vous pouvez spécifier le type de thème à utiliser pour les formulaires. Et vous en avez pas mal, donc si vous cherchez et que votre éditeur vous le permet, ils sont disponibles dans ce dossier-là. Donc juste, je vais les ouvrir. Voilà, donc vous avez tous ces templates-là, et basiquement, ils contiennent l'ensemble des définitions des blocs par rapport à différents frameworks CSS. Donc nous, celui qu'on va utiliser, c'est bootstrap_4_layout.html.twig. Voilà, ça permet automatiquement, si vous réactualisez la page, d'avoir un formulaire qui va être beaucoup plus sympa et raccord avec l'interface de Twitter Bootstrap. Après, vous vous dites peut-être, j'aimerais bien avoir plusieurs colonnes. C'est vrai que ça peut être intéressant de piloter les choses. Dans ce cas-là, vous pouvez piloter ça au niveau de votre template. C'est-à-dire que vous pouvez mettre de votre HTML, classiquement. Donc on va s'imaginer ici avoir le titre. Ben, vous pouvez utiliser la méthode form_row. Ça vous permet d'afficher le champ qui correspond à une des propriétés. Donc par exemple, title. Dans ce cas-là, il ne l'affichera pas dans le form widget, mais il l'affichera comme vous le souhaitez. Du coup, je vais en profiter pour décomposer d'autres champs. On va ici avoir la surface et aussi le prix. Ensuite, on va recréer une ligne, .row. Et là, on va créer plein de champs qui vont être juxtaposés. On va en créer 6. On va avoir le nombre de pièces, parce qu'au final, ce sont des champs qui contiennent juste un chiffre ou deux. Pas besoin d'avoir beaucoup d'espace. Ça sera rooms. Ensuite, on va avoir bedrooms. On va avoir le type de chauffage, heating, le nombre d'étages. Et on va finir par la dernière ligne, hop, qui va contenir les informations telles que la ville et ce genre de choses. Alors, on va avoir un call-md-5. Bon, je suis désolé, hein, c'est un peu de l'HTML, c'est pas forcément directement en rapport avec Symfony, mais il n'y a pas le choix. Hein. J'aime bien quand même que c'est minimum une apparence sympa. C'est toujours plus sympa que d'avoir des gros champs. Donc là, on aura le code postal et enfin la case à cocher pour dire est-ce que le bien a été vendu ou non. Et ensuite, on égalise un petit peu les différentes colonnes. Donc si maintenant je réactualise la page, on va avoir un template qui va être beaucoup plus sympa, si ce n'est que ici j'ai mis eating au lieu de eat. Voilà. Alors le problème, c'est que certains champs déjà ont des labels qui ne vont pas forcément. Tous les labels sont en anglais. Et certains champs, par exemple le type de chauffage, on a plutôt envie d'avoir un select. On n'a pas simplement besoin de dire à l'administrateur, il faudrait que tu tapes 0 ou 1. Donc on voit au passage que le champ created at, lui, est automatiquement passé sous ce format-là. Et ce champ-là, vu qu'il est généré dynamiquement, on ne veut pas que l'utilisateur puisse peut-être le changer. Dans ce cas-là, il nous suffit simplement de le retirer et hop, il disparaîtra de notre formulaire. Si vous souhaitez changer le label, il faut savoir que la méthode add sur le builder prend en second paramètre le type de champ, donc vous pouvez laisser nul, et un tableau d'options. Donc vous pouvez lui dire par exemple pour city, vous mettez nul, et ensuite vous mettez un tableau d'options et vous précisez le label à utiliser. Donc le label, ça sera ville. Si maintenant je réactualise la page, hop, il change le label. Une autre méthode que moi j'aime bien, alors après c'est pas forcément la méthode la plus facile, c'est d'utiliser le système de traduction. En fait, je vais mettre ici un translation_domain et je vais préciser que j'utilise le système de traduction forms. Ensuite, j'ai juste à créer un fichier dans la partie translations et je crée un nouveau fichier que j'appelle forms.fr.yaml. À l'intérieur, je mets city et je lui explique que city, ça sera ville. Et je vais faire ça en fait pour les différents champs. Et ensuite, vous allez dans la partie config, packages, vous allez chercher la partie translation et vous voyez qu'il utilise un paramètre qui s'appelle local. Donc, si vous voulez changer ce paramètre, il faut modifier votre service.yml
et lui dire que local, ça sera FR. Maintenant, lorsque vous actualisez, normalement, vous devriez voir à la place de city, ville. Et vous pouvez modifier comme ça les différents labels. Donc moi, je trouve que c'est une solution un petit peu plus élégante parce qu'elle vous permet de changer globalement tous les labels pour tous les formulaires. Donc vous faites ça pour l'ensemble des champs. Donc là, je vous laisse le faire. Pas besoin forcément de vous expliquer, de vous montrer que je vais changer tous les champs manuellement. Maintenant, le second problème, c'est cette partie chauffage. Et on peut le voir au passage, il choisit bien le type de champ en fonction du type justement de champ. Dans le cas des pièces, des chambres, il voit que c'est un entier, et du coup il met un input de type number. Donc le navigateur rajoute ces petits plus et ces petits moins. Si jamais vous le souhaitez, vous avez la possibilité, donc là il faut revenir dans la partie composant ou guide. C'est jamais évident de savoir où c'est, donc on revient sur la partie formulaire. Et voilà, on a différents types de champs qui vont pouvoir correspondre à différentes situations. Et dans notre cas, on veut un choice type. Et on voit les options qui sont disponibles spécifiquement pour ce type, les options qui sont héritées des autres du type classique, qui est le type form type, et ensuite la classe qui correspond. Donc c'est là qu'il faut aller dès que vous avez des questions sur un type de champ en particulier. Donc en second paramètre de la méthode add, vous pouvez justement lui passer le type et vous lui donnez le nom de la classe. Donc là, je lui dis, je veux que tu utilises le choice type. Donc attention au namespace, il faut que ça soit vraiment dans ce namespace-là. Que je retrouve. Voilà, c'est vraiment toujours dans ce namespace-là. Et je choisis choice type. Et ensuite, je vais pouvoir lui passer des paramètres, dont notamment le paramètre intéressant qui est le paramètre de choix, choices. Et je pourrais lui passer la constante que j'ai déclarée. Donc la constante, c'était dans le namespace, enfin dans la classe property, et ça s'appelait it. Malheureusement pour moi, si je réactualise la page, ça fait les choses en sens inverse. C'est-à-dire que ça utilise les valeurs du tableau comme label au niveau de l'option et la valeur au niveau de la clé. Ce qui ne me correspond pas du tout en fait. Moi c'est l'inverse que je veux faire. Donc là, pas forcément tip top comme solution, mais je vais créer une méthode qui va s'appeler getChoices. C'est intéressant aussi d'avoir cette méthode dans tous les cas, parce qu'elle pourrait me permettre de rajouter des options, ce genre de choses. Donc là, je récupère l'ensemble des options, donc on va l'appeler choices, grâce à cette constante. Ensuite, je crée une variable qui va s'appeler output, qui va contenir le tableau en sortie, et il me suffit simplement de faire pour chacun des choix as $k, $v. J'utilise la clé comme valeur et la valeur comme clé. Donc j'inverse en fait par rapport à d'habitude. C'est pas terrible, j'avoue, mais c'est comme ça. Et à la fin, je return l'output. Maintenant, si je réactualise, je vois bien que j'ai le choix entre gaz et électrique. Et vous pouvez comme ça préciser tout un tas d'options pour les différents champs. Et il ne faudra vraiment pas hésiter à vous rendre sur la documentation pour peut-être vous inspirer, vous dire ah tiens je pourrais utiliser ça, ça ou ça ou ça. Donc nous, si on revient, là on a notre formulaire, on aimerait bien gérer maintenant la partie traitement. Lorsque je vais soumettre les informations, on voit qu'il poste les informations. On a ici une requête en post qui est faite. Et si je clique dessus et que je regarde à l'intérieur du profileur, on voit que dans les paramètres, il a envoyé tout ça. Donc il va falloir maintenant traiter le formulaire. Et c'est là que Symfony est très intéressant, c'est que ça se fait quasiment en 2-3 lignes. Donc je vais revenir sur mon property controller. Et l'avantage, c'est que je peux le chercher en faisant admin property controller. Juste après la ligne où on crée notre formulaire, on va demander à notre formulaire de gérer la requête avec la méthode handleRequest. Et on doit lui passer en premier paramètre la requête. Donc la requête, on peut utiliser l'injection directement, elle est passée automatiquement à toutes les méthodes. Sachant que, attention, c'est bien dans le namespace HTTP Foundation. Vous ne faites pas avoir, il y a d'autres objets request ailleurs dans le framework. C'est cet objet-là. Ensuite, on passe cette requête au handleRequest. Maintenant, on peut lui demander est-ce que d'après la requête, le formulaire a été envoyé et est-ce que ce formulaire est valide. Donc on n'a pas encore vu les règles de validation, donc pour l'instant il va considérer qu'il est valide. Si effectivement les informations sont valides, on peut sauvegarder les changements au niveau de la base de données. Mais on peut se dire à aucun moment je fais de set. Comment il sait que la propriété, le bien a été changé? Lorsque vous faites un handle request, il va voir dans la requête si on est en type post par exemple, et il va voir l'ensemble des champs. Il dit ah tiens il y a un titre, tiens il y a un contenu qui a changé. Donc il va utiliser les setters de notre objet property pour automatiquement définir les champs qui ont été soumis dans le formulaire. Donc tout ça est fait de manière transparente pour vous.
Donc la seule chose qui vous reste à faire, c'est de flusher au niveau de l'Entity Manager. Donc ça veut dire que vous avez besoin d'injecter le Object Manager. Voilà, on va l'appeler $EM, parce qu'on aime bien les noms courts. On initialise ce champ-là. Et ensuite, on peut faire ici un this EM flush. Et c'est tout ce que l'on a à faire. Il ne nous reste plus à la fin qu'à rediriger l'utilisateur vers la route property. Alors attention, admin.property.index. On le redirige vers le listing des biens. Si maintenant je réactualise ma page, donc sans soumettre le formulaire, hein, et que je change par exemple une information comme le titre, je mets AZ2. Lorsque je vais cliquer sur éditer, on voit bien que le titre du bien a été changé et il a changé les informations. Donc il va gérer ça de manière complètement automatique. Donc l'avantage, c'est qu'avec tout le travail que l'on a fait par rapport à notre formulaire, créer la vue qui permettra de créer une nouvelle propriété, un nouveau bien, c'est super simple. On va créer une nouvelle méthode, public function, qu'on va appeler new. Donc cette fonction, elle n'aura pas de propriété, on n'aura pas de bien, et on va lui définir une route. Donc la route, ça sera /admin, /bien, /create. Ensuite, au niveau du nom à donner, ça sera admin.property.new. Et c'est tout ce que j'ai à faire. Hop. Bien, ça me gêne ici, on va l'appeler property. Je préfère avoir le nom des modèles. Et dans la partie édition aussi, hop, on va mettre /admin/property pour être raccord avec tout le reste. Donc dans cette méthode new, on va avoir besoin de créer une nouvelle propriété. Donc il faudra property égale new property. Là, vu qu'on n'a pas d'informations qui proviennent de la base de données, on crée simplement un bien vide. Et ensuite, on peut réutiliser la même logique. On va créer un formulaire en lui passant la propriété. On va demander au formulaire de gérer la requête. Mais, petit détail et petite différence, c'est que là, notre entité étant créée de manière manuelle, elle n'est pas suivie par l'Entity Manager. Donc il va falloir dire à l'Entity Manager qu'avant de flusher, on veut persister cette nouvelle entité. Donc on fait la méthode persist et on lui passe l'entité property. Comme ça, elle sera traquée par l'Entity Manager qui sera en mesure de faire les changements. Et pour que ça marche, il faut lui injecter la requête. Enfin, si tout fonctionne convenablement ou si en fait on n'a rien posté, on va rendre la vue qui s'appelle new.html.twig et on lui passe en paramètre la property qui va être vide et on lui passera le formulaire avec la méthode createView. Donc vous voyez que en termes de logique, c'est vraiment quasiment la même chose entre le new et le edit. Maintenant, il me suffit simplement de créer ce template là. Donc le problème, c'est que finalement, entre le edit.html.twig et le new.html.twig, ça va être quasiment similaire. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de prendre toute cette partie-là, hop, et de la séparer dans un template. Donc on mettra plutôt ici un include, et on va inclure, donc ce sera dans le dossier admin, property, et on va l'appeler _form.html.twig. On lui passe ensuite le formulaire, donc ça sera form, et on lui passe par exemple le bouton. Donc ça peut être intéressant pour lui donner un label. Dans le cas de éditer, ça sera éditer, mais dans le cas de la partie new.html.twig, on pourrait mettre un autre texte. Donc ce formulaire, je vais aller le créer. Donc, je vais créer un nouveau template au même niveau que je vais appeler _form.html.twig qui ne contiendra que ça. Et là, on mettra un button. Et si ce n'est pas défini, on mettra comme valeur par défaut créer ou enregistrer. Ça peut être intéressant d'avoir un label si jamais on n'a pas défini de label. Donc là, ça me paraît plutôt pas mal, si ce n'est que j'ai fait un peu n'importe quoi à cet endroit-là. Là, je veux afficher, hein, je ne veux pas utiliser un bloc. Et hop, on n'oublie pas de mettre des parenthèses autour du include, sinon on ne va pas aller bien loin. Voilà. Donc je réactualise ma page et la partie éditer le bien fonctionne convenablement. Là, on va créer un bouton qui permettra de créer un nouveau bien. Donc dans la partie index.html.twig, dans la partie administration, juste en dessous de notre tableau, on va créer une div qui aura la classe text-write pour aligner à droite, et on mettra un bouton qui aura la classe primary qui permettra de rajouter un bien. Donc là, on mettra le chemin vers l'action admin property new. Et ensuite, on mettra créer un nouveau bien. Je réactualise ma petite page. Hop.
Je clique sur créer un nouveau bien et pour l'instant je n'ai absolument rien. Donc je vais me baser sur ce que j'ai fait pour le edit.html.twig. On va mettre ici créer un nouveau bien. Je lui passe au niveau du bouton ajouter ou créer. Je réactualise ma page et là mon formulaire est automatiquement créé et ne contient absolument rien parce que mon bien est complètement vide. D'ailleurs, pour les formulaires, si vous vous dites que vous appelez toujours ça forme, vous pouvez vous passer de ça. Donc ça peut être intéressant pour gagner encore plus de caractères. Et dans votre form.html.twig, automatiquement, il utilisera la bonne variable. Donc maintenant, dans la partie titre, je vais faire un test. Je vais mettre mon bien. La surface, on va dire 30 mètres carrés. Le prix, 160 000. Les nombres de pièces, on va mettre 3. 2 chambres en gaz. L'étage, 4e étage. L'adresse, 15 rue de Test. La ville, on va mettre Montpellier toujours. Et 34 000. Le bien n'est pas vendu, ça c'est important. Et une petite description. Je clique sur créer. Et pof, mon bien a automatiquement été rajouté. Je clique sur éditer. Je souhaite le modifier. Donc on va appeler mon super bien. J'appuie sur entrée et ça se soumet. Maintenant, on va attaquer la partie suppression. Donc pour la suppression, on mettra un bouton ici qui permettra de supprimer. Donc pour la suppression, on va créer le code au niveau du contrôleur. Alors c'est vrai qu'on ne l'a pas vu encore avec l'Entity Manager, mais vous pouvez imaginer quasiment à la volée comment ça va fonctionner. Donc on va faire un admin property manager, on fait property controller. On va aller tout en bas, on va créer une nouvelle fonction qui va s'appeler delete, qui prendra en paramètre une property et directement on pourra l'injecter. Au niveau de la route, ça va être la même route que celle que l'on a ici. Sauf que ça s'appellera admin.property.delete. Alors on peut se dire, oui, mais si tu mets la même route, comment il ne va pas les confondre? Alors justement, on va lui spécifier que dans ce cas-là, on n'accepte que les requêtes qui viennent avec une méthode de type delete. Dans l'autre cas, donc c'est dans ce cas ici, on peut lui préciser qu'on n'accepte que les méthodes de type get ou post. On accepte les deux, mais on n'accepterait pas par exemple une méthode qui vient de delete. Comme ça, on peut avoir, suivant la méthode qui est utilisée par le navigateur, ce chemin qui est appelé ou ce chemin. Donc ensuite, à l'intérieur, il nous suffit de récupérer l'Entity Manager et d'utiliser la méthode remove dessus. Et on lui passe en paramètre l'objet que l'on souhaite retirer de notre Entity Manager. Donc là, c'est l'objet property. Une fois que cet objet est retiré, on peut faire un flush pour porter les informations au niveau de la base de données. Et on peut ensuite rediriger l'utilisateur avec un return, vis, redirect route, et on le renvoie vers la page qui liste l'ensemble des biens. Donc on fait toujours la même chose à la fin de chaque action. Donc pour le coup, le code est extrêmement simple. Maintenant, le problème que l'on a, c'est que, ok, on veut utiliser cette méthode, mais cette méthode déjà n'existe pas pour les navigateurs, on ne peut pas l'utiliser. Et ensuite, on ne peut pas mettre un lien avec une méthode delete, ça ne va pas fonctionner. Donc il va falloir créer un mini formulaire pour pointer vers ce chemin-là. Et juste avant, on mettra un dump suppression. Et on ne va pas vraiment supprimer le bien. Parce que pendant nos tests, ça risque d'être un petit peu pénible si on supprime le bien à chaque fois qu'on veut faire un test. Et on fera un return new response. Hop, on choisit le bon objet et on va mettre suppression. Voilà, plutôt que le dump, c'est encore mieux. Comme ça, on testera les choses. Donc c'est normal qu'il souligne en jaune parce qu'il nous dit attention, tu négliges cette ligne-là. Donc au niveau de notre listing, c'est le index.html.twig. On va mettre juste après notre bouton d'édition un mini formulaire. Donc ça sera un formulaire qui utilisera comme action le chemin vers admin.property.delete. Et on lui passe en paramètre l'ID. Donc ID, ça sera property.id. Donc là, il a le chemin. Ensuite, on va lui passer un champ caché. Donc c'est un input de type hidden. Et comme nom, on va mettre underscore méthode. Donc ça, c'est un paramètre qui est automatiquement compris par Symfony et qui permet de donner une méthode différente de la méthode de post. Et on mettra comme valeur delete. Ensuite, on met un bouton dans ce formulaire et ça sera le bouton qui contiendra l'action qui permettra de supprimer
le bien en question. Donc là, on va lui donner la classe btn danger pour qu'il soit tout rouge et qu'on le voit. Et on va mettre supprimer directement à cet endroit-là. Donc si je réactualise, hop, mon bouton va apparaître. Alors pas forcément de manière très jolie. Il faudrait ici, je pense, rajouter un style, hop, display inline block. Et je ne sais pas s'il ne faudrait pas rajouter des inline blocks à d'autres endroits pour que ça passe à côté. Bon, c'est bon, ça suffit, impeccable. Je clique sur supprimer et je vois que je me retrouve avec la méthode delete qui est passée n'importe comment dans l'URL, ça ne fonctionne pas du tout. Donc il faut préciser que la méthode qui sera utilisée sur le formulaire, ça sera la méthode post. Si je réactualise et que je retente de cliquer sur supprimer, automatiquement, ça fonctionne convenablement. Par contre, il y a un tout petit problème en termes de sécurité, c'est que si quelqu'un arrive à créer un formulaire sur votre site qui pointe vers ce chemin-là, s'il arrive justement à injecter un code qui ressemble simplement à ça, vous, en cliquant sur le bouton, vous pourriez supprimer des biens sans le vouloir. Donc pour vous protéger contre ça, il faudrait utiliser le système de tokens CSRF. Ce sont des tokens qui sont générés pour les formulaires, et par défaut, on le voit si on inspecte ce formulaire-là, il est généré automatiquement. Si vous descendez un petit peu, donc il faut aller juste après votre dernier champ, donc c'est ici, vous avez un champ qui est injecté et qui prend une clé arbitraire. Donc ce champ property _ token est vérifié automatiquement lorsque vous soumettez les informations. Si je fais un test grandeur nature, je me dis je n'ai pas ce champ-là, je n'ai pas envie de l'utiliser, donc je le supprime. Lorsque je vais soumettre le formulaire, il va me dire que le jeton CSRF n'est pas valable. Donc c'est bien pour ces formulaires parce que c'est mis automatiquement, mais nous on aimerait bien les avoir aussi pour ces formulaires de suppression. Donc dans ce cas-là, il vous suffit simplement de rajouter un nouveau champ qui sera toujours de type hidden, toujours caché. Vous lui donnez un nom, et le nom ce sera toujours le même, ça sera _token, et vous lui donnez une valeur particulière. Et pour générer cette valeur, vous avez une méthode dans Twig qui est csrf _ token, et vous donnez un nom à votre token. Donc moi, je vais lui donner delete 1 pour le bien numéro 1, 2 pour le bien numéro 2, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc pour concaténer avec Twig, c'est la tilde. Donc on met delete, et ensuite on met property.id. Si maintenant je réactualise ma page, pour chacun de ces champs-là, si j'inspecte, je vais bien avoir ce champ token qui sera généré avec un token. Si je clique sur supprimer, il va me falloir dans la partie contrôleur vérifier que le token est valide. Donc grâce au abstract type, on a tout de suite quelque chose qui permet de vérifier ça. Vous faites un if this is CSRF token valide, vous lui donnez l'idée du token, donc nous c'est delete suivi du property getID. Et en second paramètre, vous devez lui passer le token. Donc le token, vous pouvez le récupérer grâce à la requête. Donc on récupère l'objet request, encore une fois, et on fait un request, et on récupère un paramètre grâce à la méthode get, qui est le paramètre _token. Voilà, c'est un petit peu long, vous pourriez vous créer une méthode pour aller un petit peu plus vite, mais voilà comment vous validez un token CSRF. Ensuite, vous pouvez récupérer votre propriété, faire un flush et un remove, et automatiquement ça va fonctionner. Donc vous avez mis en place cette sécurité supplémentaire. Si je réactualise en resoumettant les informations, cette fois-ci il me dira bien suppression. Si par contre quelqu'un essaye de me faire poster le formulaire mais sans me donner de token CSRF valide, donc si je reviens sur la page admin, je vais aller sur ce bouton supprimer et on s'imagine mettre n'importe quoi dans la valeur. Je clique sur supprimer et dans ce cas-là, le token n'est pas valide, il me redirige et il ne fait pas la suppression. Donc maintenant que l'on a vérifié ça, je supprime un petit peu tout le code que j'ai fait et je vais pouvoir tester une véritable suppression. Donc je clique ici sur supprimer mon second bien et mon bien a bien été supprimé. Donc là, très rapidement, je viens de mettre en place un CRUD basique. Donc j'ai les actions create qui permet de créer un nouveau bien, update qui permet d'éditer un bien et delete pour supprimer un bien. Juste au passage, si vous voulez que votre utilisateur ne fasse pas n'importe quoi et clique par erreur sur le delete, vous pouvez rajouter ici un onSubmit et vous allez retourner le confirme et vous mettez un mot disant êtes-vous vraiment sûr, quoi, comme c'est Windows. Alors êtes-vous vraiment sûr? Voilà, comme ça, si jamais il clique par erreur et qu'il reclique sur oui, là, on peut lui dire t'as fait n'importe quoi. Et si je clique et que j'annule, ça ne fait rien.
Enfin, avant de nous quitter, on va juste finir sur un petit point de présentation. Quand j'édite un bien et que je soumets, j'ai envie d'avoir un joli petit message qui me dit « Votre sauvegarde a bien fonctionné ». Donc là, grâce au Abstract Controller, c'est assez simple. Je prends mon Admin Property Controller et dans la partie Edit, lorsque j'ai fait mon flush, je vais utiliser la méthode addFlash. C'est une méthode qui est directement disponible. On doit préciser le type de méthode. Donc là, on mettra success, le type de flash que l'on veut mettre en place. Et ensuite, le message. Donc là, on va mettre bien modifié avec succès. Et on va faire la même chose pour les autres actions. Donc on va avoir pour la création bien créé avec succès. Et enfin pour la suppression, on mettra bien supprimé avec succès. Donc les messages flash, ce sont simplement des messages qui sont envoyés en session et qui seront supprimés lors du prochain affichage. Et du coup, il faut aussi les afficher au niveau de notre vue. Donc on va les afficher au-dessus du listing par exemple. Donc on peut les mettre dans le property index.html.twig. Donc dans cette partie-là, juste au-dessus des formulaires, je vais mettre une petite condition et lui dire pour chaque message dans app.flashes et je lui passe en paramètre le type que je veux vérifier. Donc là, je lui dis pour tous les messages qui seraient dans les messages flash de succès. Pour chacun de ces messages-là, je vais faire une petite div qui aura la classe alert-success et je vais mettre mon message, tout simplement. Maintenant, si j'effectue une opération de mon CRUD, j'ai un petit retour visuel qui m'explique ce qui s'est passé. Il pourrait être très tentant de mettre ça directement au niveau de notre base.html.twig. Le problème, si vous faites ça, c'est que ça va rajouter une surcouche supplémentaire et il va vérifier la session à toutes les pages. Et donc, la session, c'est un petit peu lourd en PHP vu que ça fait souvent de la lecture fichier. Donc, vous risquez d'alourdir le site pour pas grand-chose. Donc nous, dans notre cas, vu qu'on sait que toutes les actions vont rediriger systématiquement vers l'accueil, dans ce cas-là, mieux vaut ne mettre le message que pour l'accueil. Voilà, c'est juste une petite considération en termes de performance. Mais là, on le voit, on a bien tout qui fonctionne. Donc dans le prochain chapitre, je vous propose de parler de la validation et on va voir notamment comment valider des informations. Par exemple, le code postal, si quelqu'un rentre n'importe quoi ici et qu'on clique sur éditer, il l'accepte parce qu'on n'a pas précisé que ça doit correspondre à un certain pattern. Donc il va falloir valider les données pour s'assurer qu'on ne rentre pas n'importe quoi en base de données. Bien que par défaut, un minimum de validation a été fait. S'il voit qu'un champ est de type number, il l'empêche par exemple de soumettre n'importe quoi. Si je prends un type texte ici, et que je me dis tiens je vais rentrer n'importe quoi avec des lettres, là il va me dire non ça c'est pas possible, ce n'est pas une valeur valide. Donc il y a déjà un minimum de validation, mais si on va aller un petit peu plus loin, on va le voir, il est possible de préciser des règles beaucoup plus complexes. Donc je vous donne rendez-vous dans ce prochain chapitre.